en 48 heures, dont une majorité de femmes et d'enfants, plus de nombreux blessés, des mutilés dont beaucoup ne survivront pas. Par ces frappes, Israël a également assassiné un otage israélien. Imaginez un instant qu'une frappe russe sur une ville ukrainienne ait fait en une seule nuit plus de 400 morts, comme c'était le cas hier à Gaza. Ça aurait été le branle-bas-le-combat dans toutes les rédactions. Tous les responsables politiques auraient pris des positions extrêmes, outragés, indignés, condamnant sans appel cette attaque russe. Mais là, il s'agit d'Israël. Et pourtant, il y avait un cessez-le-feu qui avait été déclaré. Je rappelle que depuis la mise en place du cessez-le-feu, il y a eu au moins 100 morts côté palestinien et 1000 de plus ces dernières 48 heures. Ces crimes ont été perpétrés sur un peuple affamé par Israël. Depuis 2 semaines, l'État génocidaire avait coupé l'approvisionnement en eau, en nourriture et en électricité, en plein mois de Ramadan. Les images du massacre sont insoutenables, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre description. Cet énième acte d'une barbarie inouïe, Israël met fin avec ce dernier acte à la trêve et condamne à la fois la population civile de Gaza, mais également les derniers otages israéliens. Et pourtant, Benyamin Netanyahou surenchérit. Ce n'est que le début, déclare-t-il, ajoutant que désormais les négociations ne se dérouleront que sous le feu. Et le boucher de Gaza peut bien continuer avec le soutien inconditionnel des États-Unis et de l'administration Trump, puisque de nouvelles armes ont été livrées. Les frappes ont été décidées en accord avec les États-Unis, avec Washington. Trump a récemment lancé un dernier avertissement au Hamas et menacé les habitants de Gaza. Si vous gardez les otages, vous êtes morts. Alors pourquoi Netanyahou a décidé de ces frappes? Pourquoi maintenant, en plein cessez-le-feu? Pour y répondre, on peut déjà se questionner. Qui sont les premiers à applaudir ces nouvelles frappes à Gaza? Les responsables de l'extrême droite. D'ailleurs, Itamar Ben-Gvir, chef du parti Force Juive, a annoncé son retour dans le gouvernement. Il l'avait quitté en janvier à l'annonce du cessez-le-feu. Ah, il n'était pas content. Et l'autre dirigeant radical, Bezalel Smotrich, restera bien ministre des Finances. Pour ces 2 hommes, dont on ne compte plus les propos tenus à caractère raciste, criminel et génocidaire, arrêter la guerre, c'est capituler. Qu'un maximum de membres rejoignent ces rangs, c'est l'objectif de Benyamin Netanyahou, qui a besoin d'une majorité forte à la Knesset pour voter un nouveau budget, sans doute dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le ministre israélien fait face à un procès pour corruption. Du coup, comme les frappes massives de lundi soir mettent fin à l'accord de cessez-le-feu, pour Israël, c'est un retour à une situation de guerre. Et c'est cette situation de guerre et d'urgence qui permet à Benyamin Netanyahou de rester au pouvoir, d'échapper à son audience et à la justice. Enfin, le Premier ministre israélien détourne l'attention des médias d'une grave crise politique, le limogeage annoncé du patron de la sécurité intérieure, Ronen Bar, pour sa responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Netanyahou reste toutefois vulnérable. Il fait le choix de la pression militaire pour obtenir la libération des otages. Mais il prend un risque, car il met à nouveau la vie des otages en danger. Leurs familles s'indignent et d'une manière générale, l'opinion publique veut en finir avec la guerre. D'après les sondages, une large majorité des Israéliens soutiennent un cessez-le-feu pour sauver les otages. La trêve est désormais enterrée. Les opérations militaires pourraient durer des jours, des semaines, et Gaza compte à nouveau ses morts. Bientôt 50 000, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Alors aujourd'hui, il faut continuer pour les Palestiniens à tenir bon, continuer à les soutenir, à visibiliser leur enfer, à dénoncer la politique génocidaire d'Israël. Alors on dit Israël, voleur, violeur, assassin, Israël, voleur, violeur, assassin, Israël.